Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Maxime Gambert, journaliste pigiste actuellement à la rédaction RFI. Et on vous contacte, Maxime Gambert, pour votre travail qui s'appelle Retour à Tivoli. Mais je vais vous laisser expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cet enregistrement, ce montage, et pourquoi vous avez voulu parler de ça en dehors de votre travail au quotidien. Retour à Tivoli. Alors, Retour à Tivoli, c'est une série documentaire en 4 épisodes que j'ai réalisée entre 2024 et 2026 et que j'ai commencé 1 an après l'effondrement et l'explosion du 17 rue de Tivoli à Marseille. Donc c'est un drame qui était arrivé le 9 avril 2023 en raison d'une fuite de gaz qui avait provoqué l'effondrement, l'explosion et ensuite l'effondrement de cet immeuble, le 17 rue de Tivoli, provoquant la mort de 8 personnes. Et il se trouve que dans l'immeuble voisin, au 19, j'avais une amie proche qui habitait dans cet immeuble, qui s'en est sorti miraculeusement et qui a pu s'enfuir de son appartement. Le 19 rue Tivoli, donc l'immeuble mitoyen, s'est écroulé à moitié. La partie gauche s'est complètement effondrée dans l'explosion. Et cette amie en question, Julie, elle habitait au rez-de-chaussée, enfin pas tout à fait au rez-de-chaussée, à l'entresol précisément, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et elle a pu s'enfuir dans la nuit pendant cette explosion. Voilà, donc moi j'ai été au contact de Julie, de cette amie proche, le soir même de l'événement, parce qu'elle m'avait envoyé un message. Et puis j'ai découvert précisément ce qui s'est passé, le drame qui s'est joué cette nuit-là à Marseille, rue de Tivoli, aussi dans les médias, dans la presse, dans la radio, à la télévision, parce que le lendemain matin, on en a beaucoup parlé, que ce soit localement à Marseille, mais aussi nationalement, toutes les antennes, les radios, etc. en ont parlé. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la mesure de l'événement. Alors il se trouve que moi, dans mon travail journalistique, je travaille, comme vous le disiez, en introduction principalement pour RFI, Radio France Internationale, et j'ai eu l'occasion d'aller à Marseille pour un reportage quelques mois plus tard, au mois de juillet 2023, donc on était 3 mois après l'événement, et à cette occasion j'ai rencontré plusieurs des anciens voisins de mon amie Julie qui habitait au 19, et c'est en entendant vraiment les récits et les parcours de chacun que vraiment j'ai compris ce qui avait pu se jouer et se passer ce soir-là pour chacun dans l'immeuble, pour ceux qui étaient dans l'immeuble, pour ceux qui étaient aussi à l'extérieur, pour ceux qui étaient aussi en dehors de la ville, comment cet événement a aussi profondément marqué le quartier, a profondément marqué tous les habitants, et aussi comment un collectif et un groupe et une amitié s'est constitué à l'issue de ce drame. Voilà, et c'est à l'écoute des récits de chacun que j'ai eu envie en fait de les suivre dans leur démarche, dans leur parcours de vie, sur le long cours, parce que ça m'intéressait aussi de savoir comment on pouvait se relever d'un drame comme celui-ci quand on avait tout perdu, quand on avait dû quitter son appartement, son immeuble en catastrophe, et que on se retrouvait du jour au lendemain logé dans un hôtel ou en se débrouillant comme on pouvait avec les amis, etc. Donc l'envie est née de cette façon-là, et par l'entremise de cette amie Julie, j'ai pu rencontrer tous les habitants de son immeuble, le 19. Donc voilà, c'est un drame qui est raconté depuis l'immeuble d'à côté, le 19, et sur 2 ans, à savoir depuis l'explosion, effondrement du 17 et donc d'une partie du 19, jusqu'à la reconstruction de l'immeuble. Donc c'est un projet qui s'inscrit au long cours, c'est-à-dire du début, le traumatisme personnel, la reconstruction aussi personnelle, psychologique, etc., la rencontre avec les voisins, la création d'un collectif, d'un groupe, les réseaux d'amitié, jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, et la question que tous se sont posés, parmi les 7 personnes que j'ai suivies et que j'ai rencontrées, la question était: est-ce que je vais retourner vivre dans cet immeuble? Voilà. Est-ce que j'ai envie de retourner vivre dans cet immeuble qui s'est en partie effondré? Est-ce que j'ai envie de, tous les jours, de remonter les escaliers de cet immeuble dans lequel je me suis enfui, etc., etc. Donc ça, c'est une question qui sous-tend, on va dire, un peu toute la série, et elle se termine 2 ans plus tard avec la reconstruction de l'immeuble et le témoignage de celles et ceux qui ont choisi ou pas de retourner dans l'immeuble. Ce travail vous a pris 2 ans pour documenter, pour rencontrer les personnes, pour convaincre qui témoignent, qui vous racontent cette histoire, parce que ça aussi, c'est un drame pour ces gens-là. Et comment raconter ça aux autres? Comment vous avez pu rentrer dans l'intimité de ce groupe? Alors en effet, il y a une partie importante qui est la rencontre avec les habitants de cet immeuble, et
la persuasion, la conviction, en tout cas, de eux se laisser interviewer et suivre sur le long cours. Donc, dans cet immeuble, au 19, il y avait 10 appartements. Donc, une dizaine de locataires, on va dire. Certains habitaient seuls, d'autres en couple. Et sur les 10 appartements, ils sont 7 à avoir accepté de participer au projet. Donc c'est quand même assez important, enfin c'est un ratio assez important. Pour autant, certains étaient d'abord, dans un premier temps, en demande plutôt de me rencontrer, de savoir un peu quel était le projet que j'avais en tête et comment je voulais m'y prendre. Donc en fait, ça passe aussi par du temps de présence, du temps de discussion, des moments un peu informels, des cafés, des choses où on prend un peu des nouvelles et on suit un peu le travail de chacun, enfin, le suivi, le quotidien de chacun. Et puis après, quand chacun se sentait prêt, moi, je leur proposais, en fait, de suivre, on va dire, une forme d'entretien qui était un peu la même pour chacun. C'est-à-dire que j'ai choisi, en fait, une forme de questionnaire qui prenait les choses, on va dire, du début de la soirée du 9 avril 2023 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas le moment où je les ai interviewés. Et puis, j'ai essayé de faire en sorte que le questionnaire soit le même pour tous et que chacun ait la liberté, en fait, de parler des sujets qui l'importaient, avec parfois certains qui s'est penchés sur certains sujets et d'autres non. Mais j'ai procédé en fait de cette façon-là en leur laissant, on va dire, à chaque fois le temps, l'espace à chacun de le faire quand il le souhaite. Et cette histoire des individus individuels devient une histoire de ce quartier et un petit peu plus loin aussi l'histoire qui pourrait se passer dans n'importe quelle ville. C'est vraiment une transformation sociale et urbaine d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'était un point qui m'intéressait beaucoup parce que, en fait, ce qu'on apprend et ce qu'on découvre en écoutant les récits de ces 7 personnes, c'est que, alors, ils étaient tous locataires d'une même agence immobilière et d'un même propriétaire, ce qui leur a un peu facilité les choses dans les démarches administratives par rapport à d'autres immeubles alentours qui avaient été aussi impactés. Et ils ont tous été plutôt bien pris en charge par leurs propriétaires dans le suivi et les relogements temporaires avant le retour possible dans l'immeuble après reconstruction. Mais ils se sont quand même tous butés à un problème très très fort et qui est symptomatique de beaucoup de grandes villes aujourd'hui en France, et pas qu'en France, c'est la hausse des prix et des loyers dans les zones notamment qui deviennent touristiques ou qui attirent on va dire un grand nombre de gens qui décident d'aller s'installer dans les grandes villes parce que le cadre de vie est plus agréable qu'ailleurs. Et c'est ce qui touche principalement Marseille en fait aujourd'hui. C'est un phénomène qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire des quartiers qui étaient populaires ou qui étaient plutôt peuplés de gens de la classe moyenne et qui voient arriver des personnes avec des revenus plus importants et ça fait monter les prix des loyers. Par conséquent, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour certains qui habitaient cet immeuble depuis 15 ou 20 ans, ils se sont rendus compte que pour se reloger dans le quartier, il fallait qu'ils mettent 2 fois plus d'argent dans leur loyer, ce qui était impossible pour certains. Donc ça raconte ça aussi en creux, c'est-à-dire ce phénomène de gentrification qui touche beaucoup de grandes villes aujourd'hui et l'impossibilité pour beaucoup de gens de réussir à se loger et à louer un appartement dans les centres-villes. Donc c'est un phénomène qui est très fort à Marseille, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres grandes villes. Ça concerne Lyon, ça concerne Bordeaux, ça concerne Lille, ça concerne Toulouse et beaucoup d'autres grandes villes aussi en Europe. Et là, on le touche vraiment du doigt à partir d'une expérience concrète, d'un drame, l'explosion d'un immeuble, et derrière, l'impossibilité pour certains de pouvoir continuer à vivre dans le quartier dans lequel certains vivaient depuis 20 ou 25 ans. Voilà. Donc c'est ça que ça raconte aussi en creux, cette histoire. C'est pour ça vos 4 épisodes sont diffusés pas qu'à Marseille, dans les autres radios dans toute la France, dont notre radio aussi a pris décision de diffuser ces 4 podcasts réalisés par vous à partir de mercredi prochain, 24 juin à 19h. Toutes les semaines, à mercredi, à 19h, on pourra écouter l'épisode suivant. Vous êtes surpris par cet intérêt des autres médias qui s'intéressent à ce travail, qui vous a pris beaucoup de temps et d'énergie, j'imagine, mais aussi qu'il y a le retour aussi positif?
J'en suis surpris, j'en suis très heureux. Alors la première diffusion a eu lieu sur une radio marseillaise et c'était important pour moi aussi par rapport à l'écho et le comment dire l'importance que cette histoire avait eu à Marseille d'un point de vue local pour les habitants. Donc j'avais à cœur en fait que la diffusion se passe d'abord sur Marseille et puis ensuite j'ai été très heureux de voir que au gré des sollicitations, des demandes, etc., le projet pouvait vivre et être écouté à différents endroits, que ce soit sur votre radio dans le Périgord, mais là par exemple en ce moment il est aussi diffusé en Belgique et je me rends compte qu'en fait cette histoire elle a quelque chose d'universel en fait qui touche à tout le monde. C'est-à-dire que le logement, l'endroit où on vit, c'est quelque chose de profondément intime. C'est quelque chose, à partir du moment où on y touche et quand on vit un drame comme celui-ci, chacun peut s'identifier et être intéressé par justement le suivi, la vie que peuvent avoir les gens qui sont concernés par un drame comme celui-ci. Des effondrements d'immeubles, en fait, c'est vrai qu'on en parle beaucoup à Marseille parce qu'il y avait eu le drame de la rue d'Aubagne, qui est un événement tout à fait différent, qui était lié à un problème d'insalubrité, mais qui avait quand même beaucoup marqué la ville en 2018 et qui avait été très médiatisé. Mais des effondrements d'immeubles, il y en a aussi eu à Paris, à Toulouse et dans d'autres grandes villes. Donc c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut intéresser plus largement et en dehors de la ville de Marseille, parce que comme je le disais, ça touche à quelque chose de profondément intime, donc d'universel. On vous remercie, Maxime Lambert, pour cette série documentaire que nos auditeurs pourront écouter à partir de 24 juin, tous les mercredis à 19h. Retour à Tivoli. Merci à vous. Merci.